Un que j'avais repéré à Roland-Garros Junior, déjà, c'était Gabriel Debrue. Lui, il saute carrément les étapes. Lui, il va même pas en ITF, il a direct commencé en Challenger. Et il a battu vraiment des très gros joueurs. Le niveau dans les ITF, il faut savoir que mais même dans les Challengers, c'est très homogène. Shevchenko, qui est russe, l'américain Zane Kane, puis il y en a encore plein d'autres. C'est vraiment des joueurs qui ont un style de jeu qui peut vraiment s'adapter au tennis moderne. Mais si on compare les audiences de Masters 1000 et de Grand Chelem, l'écart est vraiment énorme. L'ITF et la WTA devraient s'appuyer vraiment énormément sur ces quatre piliers qui sont les quatre tournois du Grand Chelem. Ça, je ne les changerai pas. Mais moi, je changerais quasiment, si je devais faire à ma façon pour vraiment que ça marche le mieux possible dans le monde entier, je changerais tout le reste, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Et pour cette nouvelle année, j'ai décidé d'innover avec la création d'un nouveau format sur cette chaîne. L'objet de Beyond the Court est d'amener une réflexion, un nouveau regard sur l'écosystème du tennis, découvrir l'envers du décor, bref, d'aller au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, quoi de plus naturel que le format podcast pour aller à la rencontre des acteurs du monde du tennis pour mieux comprendre les dessous de ce sport. Dans le podcast Beyond the Court, vous entendrez des organisateurs de tournois, d'anciens joueurs, des directeurs d'académies qui se développent de plus en plus en France, mais également, et je le souhaite, des acteurs issus du monde amateur. L'objet du podcast sera de discuter de certaines questions et problématiques liées au tennis, comme pourquoi aussi peu de joueurs peuvent vivre de ce sport, le paddle est-il une nouvelle opportunité pour la petite balle jaune ou au contraire un concurrent sérieux. En résumé, l'objet de ce podcast est de rentrer à l'intérieur du monde du tennis et de le décortiquer. Pour ce premier épisode, je suis avec Julien Kergonou. Vous ne le connaissez certainement pas, mais si je devais le définir en quelques mots, je dirais que c'est un dénicheur de talent. En effet, il s'intéresse aux tournois Challenger et Futur, qui sont donc la deuxième et troisième division du tennis. Et pourquoi il s'intéresse à ces tournois en particulier? Eh bien, tout simplement pour découvrir les futurs talents, les futures pépites du circuit ATP. Bref, pour savoir qui sera dans le top 30 d'ici 3 à 5 ans, c'est la personne à suivre. D'ailleurs, sur son compte Twitter, il a réalisé non pas un top 10, mais un top 100 des jeunes espoirs du tennis mondial. Pour le consulter, je vous invite à aller voir son compte Twitter que je mets en lien dans la description de l'épisode. Et je m'arrête ici pour cette présentation qui vous souhaite un excellent premier épisode. Alors salut Julien, comment vas-tu? Salut, merci beaucoup pour l'invitation dans ce podcast. Et pour le Ok. premier, en plus, apparemment, du coup, je suis content d'être le premier à être invité ici. Effectivement, tu es le premier. Écoute, mais je suis quand même particulièrement ravi de t'avoir dans ce premier épisode parce que en fait, c'est un peu toi qui m'a lancé sur Twitter. J'ai découvert Twitter un peu grâce à toi. Je connaissais évidemment, mais j'ai toujours vu ça comme un réseau social un peu d'énervé, des gens qui faisaient que de s'insulter. Et j'ai vu grâce à ton compte Twitter qu'on pouvait parler intelligemment et faire des belles choses sur ce réseau social. Ça me fait plaisir. Donc, je vais peut-être te laisser d'abord te présenter et ce que tu fais justement sur Twitter avec ta page tennis. Oui, donc comme tu as dit, du coup, j'ai un compte Twitter et l'enjeu prioritaire de mon compte Twitter, du coup, c'est de vraiment montrer et essayer de trouver les futures pépites du tennis. Donc, je m'intéresse énormément au circuit secondaire, le circuit challenger, ITF, même le circuit junior et le circuit universitaire américain. Donc, ça fait quand même pas mal de circuits à suivre. Et du coup, bah, là, sur mon compte, c'est pour ça que je me suis spécialisé sur les joueurs masculins essentiellement. Et du coup, j'essaye de présenter un peu dans tous ces circuits les joueurs qui me tapent dans l'œil quand je les regarde jouer. Ok, et donc ma première question serait pourquoi t'as pas suivi le circuit ATP classique, genre Federer, Nadal, Djokovic, les Masters 1000, les grands chelems en priorité, Mm, et donc pourquoi c'est Challenger, ITF et les juniors quoi? mm. Du coup, bah, je suis évidemment aussi le circuit ATP, mais c'est vrai dans une moindre mesure. Mais c'est vrai ce que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours trouvé satisfaisant de découvrir les joueurs avant les autres, quoi. Par exemple, là, bah, après Alcaraz et Sinner, c'était, on va dire, évident. Mais c'est sûr que ça donne une petite satisfaction de réussir à trouver des futures pépites bien avant les autres. Du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisé dans les tournois, vraiment les tournois ITF, le genre de tournoi que très peu de gens regardent. Et ouais, c'est juste, on va dire, une satisfaction personnelle de réussir à trouver des joueurs de tennis que personne ne connaît avant les autres. Ok, et là par exemple, tu aurais quelques joueurs de 18, 19, même encore plus jeunes, que tu penses qu'ils vont percer dans les futures années? Ah oui, bah, il y en a constamment beaucoup. Du coup, là, sur mon compte Twitter dont j'en ai parlé au début,
je suis en train de faire là un top 100 des espoirs. Et évidemment, il y en a qui ont plus de chances de percer que les autres, mais je considère qu'ils ont tous un pourcentage de chance plus ou moins élevé de potentiellement intégrer le top 100 un jour. Du coup, il y a toujours constamment énormément de joueurs qui ont les capacités d'aller au plus haut niveau, parce qu'il faut savoir que le niveau dans les ITF est, pardon pour ça, Pas de problème. le niveau dans les ETF, faut savoir que mais même dans les challengers, c'est très homogène. Et du coup, là, si je devais en donner quelques-uns, du coup, pour savoir ceux que je pense vraiment qui ont le plus de chances de percer, il faudra suivre, du coup, dans le futur, mon classement du top 100. Mais là, si je peux en donner quelques-uns, par exemple, Alexander Shevchenko, qui est russe, l'américain Zane Kane, puis il y en a encore plein d'autres. C'est vraiment des joueurs qui ont un style de jeu qui peut vraiment s'adapter au tennis moderne. Et ce sont des joueurs qui court bien, qui rattrape tout un peu comme Medvedev ou Zverev qui ont énormément de qualité sans quand on les regarde jouer, on a l'impression qu'ils n'ont pas de défaut. Il y a pas mal de joueurs là qui commencent à s'inscrire un peu dans ce style de jeu-là. Ok, donc j'imagine ils se déplacent très bien pour leur taille. En gros, Ouais, voilà. ils presque Et quasiment les 2 mètres ou 1,95 m quoi. ouais, on peut en citer pas mal, mais ouais, il y en a qui sont vraiment très impressionnants là, en jeune, et même aussi en junior déjà. Ok. Et là, récemment, quand on enregistre le podcast, il y avait l'Orange Bowl la semaine dernière. Ouais. Donc déjà, qu'est-ce que l'Orange Bowl? Parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant de et ça, quel tournoi ce tournoi? Du coup, c'est un tournoi qui est aussi important que les tournois du Grand Chelem pour les juniors. Ça rapporte 500 points. Pour les juniors, un tournoi du Grand Chelem junior, ça rapporte 500 points. Et l'Orange Bowl, du coup, c'est ça, ça rapporte 500 points. Et du coup, bah, il y a tous les meilleurs joueurs juniors de la planète. Enfin, pour ceux qui sont encore en junior, parce que théoriquement, par exemple, Alcaraz aura encore l'âge de faire ce tournoi, mais évidemment, il n'y va plus. Mais du coup, il y a tous les meilleurs juniors qui sont encore sur circuit, qui viennent s'affronter du coup dans ce tournoi, qui est un tournoi sur terre battue, d'une terre battue assez lente aux États-Unis. Et du coup, voilà, c'est Oui, ça. c'est sur la terre battue verte, c'est ça? C'est la terre battue verte américaine, c'est Ouais, ça? ouais, vert gris. Vert gris, ouais. C'est une drôle de surface. Ok. Et parce que l'Orange Bowl, moi je me suis renseigné en préparant le podcast. Il y a quand même un palmarès assez conséquent. Bien sûr, en fait, il y a Federer qui a gagné le tournoi, je ne savais pas, Ouais. mais il existe depuis très longtemps. J'ai vu qu'il y avait Lendl, Oui, Borg qui avait aussi remporté à leur époque le tournoi. Donc c'est vraiment une institution dans le tennis ah junior, oui, quoi. clairement. L'année dernière, c'était Arthur Fils, hein, le français. Et ouais, du coup, Ok. ouais, c'est vraiment une institution. Et bah, du coup, là, comme on en parle, j'en ai parlé un peu sur mon compte Twitter. C'est vrai que du coup, je trouve ça quand même vraiment dommage. Il n'y a aucun moyen de voir en live stream ces matchs. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment c'est quelque chose de très surprenant. Par exemple, j'ai fait la comparaison sur mon compte Twitter. En France, on peut voir les championnats de France jeunes de natation. Du coup, c'est quand même incroyable qu'un des plus gros tournois mondial junior, on ne puisse même pas Mm. voir en live stream les matchs. Et puis même les résultats, c'était sur un Google Drive. Donc ça, on avait vraiment l'impression que c'était limite un bingo du village. Mais enfin, ouais, du coup, c'était quand même assez. Je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas un vrai moyen de pouvoir voir ces matchs parce que c'est des matchs très intéressants et je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient voir ces jeunes joueurs jouer sur ce tournoi qui est mythique. Ouais, c'est sûr, ça fait un peu amateurisme, Ah oui, qui est pas une diffusion live du tournoi avec maintenant les moyens qu'on peut avoir. ouais, Et tu te dis, enfin, je veux dire, si la natation est capable de le faire, un terrain de tennis, en plus, c'est fixe aussi, c'est pas ouais, très grand à filmer, c'est pas très dur à filmer, quoi. ouais. Ils disent que c'est pour qu'il n'y ait pas de paris sportifs sur les matchs. Après, il y a des solutions vraiment très simples Ok. pour éviter ça. Il suffit de mettre un stream avec un décalage d'une minute ou 30 secondes et c'est réglé. Hmm. Donc, Oui, c'est clair. c'est pas vraiment une excuse. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Moi aussi, bah, j'ai cherché quelques images, je suis tombé sur la balle de match où on voit le joueur, c'est un Paraguayen qui a Ouais, gagné, si je me trompe pas. ouais, Valero. Donc, Et lui, par exemple, tu l'avais déjà en ligne de mire ou pas du tout? Oui, je l'avais présenté sur mon compte avant le. J'avais fait un petit thread Ok. sur mon compte où je présentais les 6-7 favoris pour moi du tournoi. Du coup, je l'avais présenté dans cette liste. Et Ok. ça m'a. Bah, forcément, du coup, pour moi, il était dans les favoris parce que je crois il est 17e mondial junior. Mais Ok. je pensais que. Parce qu'il faut savoir que là, cette terre battue aux États-Unis, elle est vraiment très lente. Et ce Mhm. joueur, je l'avais déjà vu, je le trouvais meilleur sur surface un peu rapide. Du coup, ça veut dire que Ok. s'il a réussi à gagner ce tournoi sur une surface qui est un peu plus lente, ça veut dire qu'il a certainement, là c'est que des suppositions, comme j'ai pas pu voir le tournoi, mais c'est qu'il a certainement Hmm. des capacités d'adaptation
sur toutes les surfaces qui est vraiment très très grande. Donc ça peut évidemment être intéressant de le suivre plus tard, surtout que il est de 2004, donc il est très jeune, il a encore, à mon avis, une marge de progression qui est encore très grosse. Parce qu'on est d'accord qu'en gros, bah, circuit junior, c'est les moins de 18 ans en gros. Ouais, c'est ça. Là, Ok. cette année, ça allait jusqu'à 2003 du coup. Ok. Et les Français, ils n'ont pas pu participer, c'est ça, à l'Orange Bowl ou C'était des c'était choix, il y en avait plein, hein, qui auraient pu participer. Il y avait Gabriel Debrue 2005, même Lucas Van Hache, Arthur Mhm. Fils, il aurait pu revenir. Mhm. Mais ils ont fait le choix de pas venir parce que évidemment c'est à moins de mesure que ce qu'a fait Alcaraz, mais en gros ils ont envie de se lancer sur le circuit pro, quoi. Donc Ok. pour eux c'est pas en fait c'est plus un objectif pour eux, l'Orange Bowl. D'accord. En fait, ils vont se désintéresser au fur et à mesure du circuit junior pour passer au circuit pro directement Ouais. et essayer de grimper les échelons. Ouais, pour Arthur Je sais pas. Fils et Lucas Van Hache, c'est déjà bien commencé parce qu'ils sont, je sais plus exactement, Lucas Van Hache il doit être 550 mondial, Arthur Fils il doit être 600. Donc Ok. c'est bien supérieur à. Ils ont pas de classement ATP là, tous ceux qui sont. Daniel Valero, je crois qu'il a dû faire. Il a peut-être dû faire quelques qualifications, il a dû avoir quelques wildcards dans quelques ITF, mais il a vraiment très peu joué sur le circuit pro. Ok, ok. Et puis on sait très bien que le jeu, je pense, doit être assez différent Ah oui, entre c'est ça. le monde pro et le monde junior. On le Mm. voit déjà même rien qu'au niveau amateur où quand tu joues des tournois pro adultes et jeunes, ça n'a rien à voir. Ouais, Donc au niveau pro, je pense que c'est à peu près la même chose, quoi. ouais. Et Ouais, il y a vraiment, ouais, c'est sûr que. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui en guillemets, cassent les dents là. En Tseng, ça va peut-être, ça commence à aller mieux, mais Tseng qui était vraiment un monstre il y en a eu d'autres, mais Tseng c'était vraiment un monstre en junior. Et quand il est arrivé sur le circuit pro, il galère vachement quoi. Il est toujours bloqué à la 200, il doit être 240, 250e mondial. Donc ouais, il y en a pas mal qui se cassent les dents en entrant dans le monde pro, alors qu'en junior c'était vraiment ils avaient une avance incroyable quoi. ok, après, des fois, ça peut être lié aussi à la maturité physique, peut-être, Ouais, c'est quand ça. ils sont en avance, et que bah, cette maturité n'existe plus, cet avantage n'existe plus une fois qu'ils sont dans le monde pro. Ouais, Mais je crois, je sais pas si tu étais au courant de ça, c'était que Yannick Sinner, lui, il a pas fait du tout le circuit junior ouais. et qu'il est direct passé sur les ITF, mais je crois qu'il a vraiment galéré au début. En plus, Euh, comme il a commencé sur le tard le tennis, lui, avec son ouais, histoire comme où il était skieur. il faisait du Mais ski avant, exactement. Ouais. ouais, et ouais, mais d'ailleurs, je savais pas enfin, je savais qu'il avait très peu joué en ITF. Je sais pas ce qu'il en est d'Alcaraz, mais je pense qu'Alcaraz aussi, il a dû vraiment très très peu jouer en junior parce que tous ceux qui percent vraiment très très jeunes, comme les Alcaraz et les Hmm. Sinner, de toute façon, en général, ils jouent vraiment très peu. Ils passent directement en professionnel en général. Mais ouais, Ouais, non, c'est j'étais ça. pas au Bah, courant qu'il avait très peu joué on en peut junior. citer même un Gasquet qui est un phénomène de précocité, voire le phénomène de précocité. Lui, il avait fait le premier tour de Roland Garros en 2002 Ouais, et en même temps, donc au niveau senior, et il avait gagné aussi comment dire, le junior l'année là. ouais, bah, Et, c'est ce qui a il pu avait, arriver parce que là cette année Arthur Fils et non, Lucas Van n'en avait pas, mais Arthur Fils il avait une wildcard pour les qualifications à Roland Garros. Du Mhm. coup il a gagné son premier tour, je crois que c'était contre Tomic en qualif. Ok, Et il avait en même temps le tournoi junior, donc il junior. aurait pu lui arriver la même Ok, chose, mais il a perdu au deuxième tour des ok, ok. qualifs. Mm. Et pour la petite histoire, en plus, Gasquet en 2002, il perd contre Albert Costa, futur vainqueur, et il lui prend le premier set en plus. Ouais, Et après, Gasquet, qui craque physiquement. Bon, après, là, il avait 15 ans, mais donc c'est marrant parce que c'est une constante dans sa carrière de craquer physiquement. ouais. Donc voilà. Et donc, ouais, t'as parlé de Arthur Fils et d'autres Français. Est-ce que tu en vois un ou plusieurs là redorer un peu le blason du tennis français? Parce qu'on sort d'une génération dorée. Là, on a un peu une sorte de ce que je veux dire de gueule de bois depuis quelques années où maintenant, ils sont très vieillissants. Hormis peut-être Gaël Monfils qui arrive encore à se maintenir à un niveau décent et que lui, bon, là, il revient après le Covid où il est en difficulté avec la reprise. Mais est-ce que tu vois des joueurs là qui pourraient venir d'ici 2, 3, 4, 5 ans Bah, sur le circuit et être... justement, c'était un que j'avais repéré à Roland Garros Junior. Déjà, c'était Gabriel Debrue. Donc là, il commence quand même Ok. à plus faire parler de lui parce il a commencé à faire quelques perfs en Challenger. Du coup, là, lui, il saute carrément les étapes. Lui, il va même pas en ITF. Il a direct commencé en Challenger et il a battu vraiment des très gros joueurs. Du coup, j'ai eu la chance de le voir sur place là à Rouen. Et premier tour, il joue la tête de série numéro un des qualifs,
qui est Philippe Christian Mhm. Janou. Donc, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est vraiment considéré comme un des plus gros espoirs du tennis mondial. Je l'ai classé dans mon classement du top 100 vers la, je me souviens plus la place exacte, mais vers la 55e place. Et il l'a complètement détruit. Il était vraiment meilleur que lui, quoi. Alors Ok. qu'il est beaucoup plus jeune, quoi. Et du coup, s'il y a un Français sur lequel je miserais et sur lequel j'aimerais vraiment qu'il aille plus loin, ça serait Gabriel Debruyne. Et d'ailleurs, je sais qu'il est suivi par Paul-Henri Mathieu, donc je sais qu'il est bien entouré. Et, et lui, vraiment, j'ai de gros espoirs sur lui. J'espère qu'il va réussir Mm. l'année prochaine à commencer à gagner quelques points et à grimper dans le classement déjà. Ok, parce que là, le Rouen, c'était un challenger, c'est ça? Ouais, Ok, et donc là, ouais, il a déjà réussi à gagner. Et dans le tableau principal, il avait gagné des matchs, ouais. je sais plus. Ok, Il a gagné contre. Je me souviens plus qui l'a battu. Ah si, Pellegrino. Il a battu Pellegrino au premier tour, qui est ok. 240 mondial, 280, je sais pas exactement. Hmm. Et il l'a battu en 3-7. Et au deuxième tour, il a perdu contre le vainqueur du tournoi, qui était Grenier. Et, Ok, Maxime Grenier, c'est ça? Hugo Non, Grenier, je crois. Oui, Hugo Hugo Grenier. Grenier. Ok. Et du coup, il a perdu contre lui en 2-7. Mais enfin, contre tous les autres matchs qu'il a fait, c'était quand même vraiment assez impressionnant, quoi. Et après, il a eu aussi une autre wildcard en Challenger contre Gombos. Donc lui aussi, qui est un gros joueur, Ok. enfin, c'est un gros joueur, Bien il a déjà sûr, été top 100. bien Et sûr, ouais. il a perdu aussi en 2-7. Mais enfin, ouais, il est très jeune, quoi. Donc tous les matchs que j'ai vus, c'est vraiment encourageant. Ok, ok. Parce que on sait très bien aussi que dans le tennis, c'est souvent cyclique au niveau des nationalités, Mm. avec des nations qui sont plus fortes que d'autres, historiquement. On peut penser bah, aux États-Unis, qui sont quand même dans le creux de la vague depuis quelques années. Ils ont quand même eu l'habitude d'avoir beaucoup de têtes de gondole au niveau du classement ATP, avec les McEnroe, les Courier, les Connors, Ouais, c'est clair. après même Sampras, Agassi, etc. Et que là, depuis en gros la retraite d'un Andy Roddick, bah, ils sont un peu en difficulté. Et ils ont une jeune Isner Ouais, Johnny en Snare un figure peu, de ouais. proue, mais ils sont pas habitués à avoir un joueur entre guillemets seulement aux alentours de la 10e place mondiale et pas plus quoi. Ouais. Et en plus, bah, là, ils ont beaucoup de jeunes espoirs qui sont intéressants, les Américains. Mais Tu penses à qui? À Broxby, Nakashima, ce ouais, genre de ouais, joueur? Brooksby, ouais, ça c'est clair. Là, cette année, Brooksby? Brooksby, il a carrément explosé cette année, ça c'est clair. Là, je pense que la plupart des gens qui ont écouté ce podcast là le connaissent quand même maintenant, Brooksby. Mais Mhm. après, si je devais aussi parler d'un espoir américain, qui d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est pas du tout le plus connu dans les espoirs américains, mais c'est Zane Kane. J'en ai un peu parlé, je sais plus sur quelle question au début du podcast. Mais alors lui, il joue vraiment très très bien là. Malheureusement, il est blessé, donc j'espère qu'il va réussir à revenir vite. Mais Zane Kane, ça joue vraiment très très bien. Et si je devais entre guillemets mettre en avant un espoir américain hors de ceux qui sont déjà dans le top 100 qu'on connaît, donc comme Brooksby ou Nakashima, si je devais en mettre un en avant, ça serait vraiment Zane Kane parce que je pense qu'il peut vraiment faire de très belles choses dans pas très longtemps dans les tournois ATP. Ok, ok. Et t'avais vu venir, parce en ce moment, en fait, les nations fortes du tennis, c'est la Russie, Ouais. évidemment. Après, eux, ils sont régulièrement très très forts. Il y a l'Italie qui revient très bien, là, Ouais, et avec ils ont puis une en plus, génération. ouais, puis l'Italie, ils ont une génération, ils sont pas prêts de partir des nations fortes parce qu'ils ont vraiment un nombre de jeunes espoirs incroyable, quoi. Ok, ok. Ouais, je savais pas pour le coup, pour les encore plus jeunes. Parce que tu Bon, comptes bah, Moussetti dedans ou tu le comptes même pas dedans pour le coup? pardon? Moussetti, tu le comptes dedans dans les jeunes espoirs ou tu le comptes déjà Oh, en joueur qui est déjà intégré Moussetti, oui, enfin oui, oui, je le compte déjà dans ceux qui sont, ouais, tous ceux qui sont top 100, je considère qu'entre guillemets, Ok. ils ont réussi à devenir des très bons joueurs pro parce qu'il est quand même, lui là, il doit être 65e mondial par là. Mais ils Ouais, en c'est ça, ont, ouais. ils en ont plein là. Ils ont Darderi, ils ont Nardi, ils ont Coppoli, Zepieri. euh, Puis même en plus jeune, ils en ont. Là, j'en oublie plein tellement ils en ont, mais ouais, c'est Hmm, la liste de jeunes joueurs qu'ils ont, c'est vraiment assez impressionnant. Là, ok. j'en ai certainement oublié des très bons espoirs italiens, mais ouais, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup. Hmm. Donc ça, généralement, est-ce que tu t'es déjà intéressé, par exemple, au système de fédération, comment ils mettaient en place les institutions pour développer ces jeunes? Parce qu'on sait très bien que quand une nation sort autant de bons joueurs, je prends l'exemple du Canada,
où leur DTN, leur équivalent, est un Français d'ailleurs, Ouais, apparemment, il aurait changé tout le système, en place, au Canada pour faire la détection et c'est pas pour rien que des Shapovalov et des Félix Auger-Aliassime, en fait, sortent, quoi. Après des fois, évidemment, il y a une part de chance, de talent inné qui arrive. Si je prends par exemple la Suisse, ils ont 2 joueurs, ils ont Federer et Wawrinka. C'est quasiment une anomalie qu'ils aient 2 joueurs aussi forts, dans un pays comme ça, qui est pas du tout axé tennis, quoi. ouais, Mais le Canada, eux, ils ont vraiment mis quelque chose en place visiblement. surtout que la Suisse, ils ont encore, ça fait partie des nations qui ont beaucoup d'espoir en plus, hein. Ils Ah ouais? vont peut-être pas avoir OK. des joueurs aussi bons que Federer et Oui, Wawrinka, ça va être compliqué effectivement. ils vont avoir des joueurs, membres du top 100, hein. OK. Ça c'est clair. Enfin c'est clair, c'est quasiment pour moi, je pense que c'est quasiment sûr qu'ils vont en avoir. Là encore, d'ailleurs, à l'Orange Bowl, il y en a un qui a apparemment, il a fait vraiment des grosses perfs. Il avait déjà gagné des tournois en junior sur terre battue avant, j'ai oublié son nom, il a un nom allemand qui est imprononçable, mais OK. qui allait jusqu'en quart de finale de l'Orange Bowl. Il y a aussi Striker qui est plus connu, qui est 220e mondial par là en ce moment. Donc ouais, les Suisses, c'est vrai que je me suis pas penché très précisément sur qu'est-ce que font les fédérations. J'avais vu une interview de Yannick Sinner d'où on lui posait la question, et il disait mais comment ils font la fédération italienne pour avoir autant d'espoirs, jeunes espoirs. Je crois que d'ailleurs c'était un journaliste français et lui demandait pourquoi en France on n'arrivait pas à avoir Mmh. d'espoir. Et du coup, la réponse de Yannick Sinner c'était euh, les clubs italiens sont, je sais plus comment il avait formulé ça, mais en gros, ça voulait dire que les clubs italiens étaient beaucoup plus en lien et s'entendaient beaucoup mieux avec la fédération qu'en France. Du coup, OK. étant donné que d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai jamais joué au tennis, hein. Du coup, je sais pas du tout comment ça se passe en club en France, mais du coup, selon Yannick Sinner, en France, il y aurait un problème de communication et d'entente apparemment entre les fédérations, et notamment apparemment entre les grosses académies. En France, il y a pas mal de grosses académies comme la Mouratoglou Academy ou la All-in Academy. Et Ouais, apparemment, la French Touch aussi, il y en a plusieurs oh, il y en a effectivement. plein. J'ai cité, je pense, les deux plus. Mmh. Oui, oui, il y en a plein. Au début. Les Mmh. deux plus. Je citais celles qui m'étaient venues en tête. Mais apparemment, l'entente est pas incroyable, apparemment. Mais apparemment, OK. c'est déjà en train de changer, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça se voit vite parce que la génération là qui arrive. Parce que de toute façon, pour voir les fruits du changement, c'est sûr qu'il faut attendre quelques années parce que on peut pas avoir des Mmh. juniors d'un coup comme ça. Et je crois que c'est Arnaud Di Pasquale qui a changé pas mal de choses à la fédération. Mmh. Et ben là, on voit déjà que les fruits de son travail. Parce que là, la génération jeune, là, en junior, je les ai même pas tous évoqués, hein. Il y avait d'autres joueurs qui étaient membres de l'équipe de France de Coupe Davis qui ont perdu en finale contre la Russie, qui sont aussi des énormes espoirs, quoi. Qui étaient avec d'ailleurs notamment De Bru. Il y avait Guy Baudot, il y avait Arthur Géa. Enfin, il y a énormément d'espoirs là en France actuellement. Donc, je pense que là, on commence à voir les fruits des changements qui ont été amenés par la fédération ces dernières années. Ouais, parce que Di Pasquale, il est arrivé quand? En près de 2015-2016, un truc comme ça, non? Ouais, ça doit être ça, ouais. Il Donc ouais, au arrive. final, c'est une horizon temporelle de 5 à 8 ans, en gros, pour Ouais, voir les fruits, quoi. ouais, c'est ça. OK. Plutôt intéressant. Donc on a évoqué le fait qu'il y avait plusieurs parcours, en tant que junior. Les joueurs, des fois, ils allaient sur le circuit junior ou sinon ils préféraient directement aller sur l'ITF. Mais il y a une troisième voie qui est un peu plus, méconnue, c'est celle du circuit universitaire américain, Ouais, qui est de plus en plus plébiscité. Est-ce que tu peux nous en dire, 2-3 mots dessus? ouais. C'est clair que là, c'est vraiment, si on peut le dire, c'est un peu une tendance à la mode là en ce moment, et en même temps, ça se comprend parce que ça assure 2-3 ans de jouer à vraiment un bon niveau contre d'autres joueurs et d'avoir un diplôme. Donc ça se comprend que de plus en plus de joueurs suivent cette voie parce que c'est vrai que c'est une voie, on va dire, risquée d'essayer de devenir joueur de tennis professionnel. Du coup, là, il y a Mmh. pas mal de plus en plus de jeunes joueurs qui décident d'aller du coup dans une université américaine pour, pour à la fois avoir un diplôme et à la fois du coup jouer énormément au tennis, essayer de s'améliorer. Donc il y a pas mal de joueurs connus là déjà qui ont suivi cette voie. Donc il y a Cam Nori, Arthur Anderknecht, puis il y en a, oui, il y en a plein d'autres là qui ont suivi cette voie. Et du coup, ça, entre guillemets, ces bons parcours, ça fait, on va dire, une bonne pub à ces formations. De plus en plus de joueurs décident de suivre cette même voie.
Effectivement, parce que tu as mentionné au début et je pense que c'est le gros point fort de ce circuit universitaire américain, c'est le côté incertain de la carrière sportive Ouais, où une blessure, peut tout stopper du jour au lendemain et là, au moins, ils ont un backup avec le diplôme ouais, c'est clair. pour s'en sortir plus tard dans leur vie. Aussi, on voit l'ambiance, j'ai déjà vu des images, l'ambiance américaine, au niveau universitaire, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est sûr, ça donne envie. Ouais, faut savoir quand même que c'est une grosse institution, le sport universitaire aux États-Unis et que, par exemple, le Final Four de la NCAA pour le basket, c'est quelque chose de plus suivi que, je crois, que les finales NBA, quoi. Ouais, Donc c'est vraiment, ils adorent ça. Le sport universitaire, c'est vraiment leur dada aux États-Unis ouais, c'est clair. et hem et moi, j'ai appris en faisant aussi en préparant l'émission, en fait, c'est que Isner venait aussi de ce cursus Ouais, universitaire et qu'il arrivait relativement tard sur le ouais, circuit à 21-22 ans. il y a beaucoup d'Américains, ouais, qui bah, Mmh, évidemment, parce que mmh. comme c'était le Forcément. circuit, ouais, ouais, il y a beaucoup d'Américains qui ont choisi, cette voie, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a aussi pas mal d'étrangers qui choisissent cette voie et ce qui avant n'était pas spécialement le cas. Ouais, bah, tu as cité le français, Ouais, Arthur, je sais jamais son nom de famille, je vais Ra l'écorcher, Rinderknecht. Rinderknecht, c'est ça? Ouais, je sais pas comment ça se prononce non plus. Je sais pas comment on le Rinderknecht. Moi, prononce, moi, je prononce Rinderknecht. Je l'ai entendu comme ça quand Rinderknecht, je suis allé OK. sur des tournois. Et il y a aussi Maxime Cressy, enfin, qui est maintenant naturalisé américain, mais qui est d'origine française. Enfin, il y en a plein ouais, qui OK. ont choisi cette voie. Mmh. Ah, c'est vrai que j'aimerais bien interviewer justement quelqu'un qui a fait ce parcours-là, je jette une bouteille à la mer là, Ah ouais, c'est sûr que ça serait intéressant. parce que c'est vraiment intéressant de voir, pourquoi ce choix. Bon, on a évoqué quelques pistes, mais sans doute qu'on les a pas Ouais, toutes c'est sûr. et hem Et est-ce que ça a des conséquences? Donc ces joueurs-là qui arrivent, sur le tard, parce que moi encore une fois j'ai vu Isner. Isner, il est arrivé sur le circuit en 2007, au final 2006-2007 Mm. et il fait son premier US Open et à son premier US Open, il fait quand même direct deuxième tour. Donc ça Ouais, veut dire qu'il 3 tour et il perd contre Federer, en plus, Federer prime, en lui ouais. prenant un 7. Donc je me dis qu'il a déjà un niveau, assez élevé, quand il arrive sur le circuit, quoi. Il c'est pas un joueur de futur, quoi, à ce moment-là. Ouais. Bah, c'est ça, c'est que bon, à l'époque d'Isner, je sais pas, ils étaient du coup beaucoup moins à choisir cette voie. Du coup, quand il arrive sur les ITF et Challenger, ça, on va dire que ça faisait pas encore embouteillage, mais du coup, je sais pas si c'est un risque, si on peut appeler ça un risque, mais la conséquence de cette mode qui est de plus en plus de joueurs qui aillent sur le circuit universitaire, c'est que du coup, de plus en plus de joueurs vont arriver en même temps avec un très bon niveau déjà, qui est certainement Mmh. pas un niveau ITF. Et du coup, ça risque de faire entre guillemets embouteillage sur les tournois ITF et Challenger parce que il va y avoir constamment beaucoup de joueurs du coup de ces universités qui vont essayer de s'introduire, essayer de devenir joueurs de tennis professionnel. Du coup, forcément, comme il y aura plus de joueurs qui suivront cette voie, il y aura énormément de joueurs qui seront déjà avec un très bon niveau. Et du coup, forcément, ça va être plus compliqué de s'extirper des ITF et de réussir, du coup, forcément, pour des jeunes joueurs qui n'ont pas suivi cette voie, de devenir professionnels. Mmh. Ouais, juste pour mettre un peu de contexte, hein, c'est que le circuit ITF et Challenger, c'est un peu la deuxième et troisième division du tennis. Ouais, c'est ça. Il y a le circuit ATP que tout le monde connaît, qui correspond à la première division, ensuite Challenger Ouais. et ensuite, ITF. En gros, pour faire un Challenger, il faut être aux alentours de la combienième place? C'est quoi? C'est 250, à partir de 250, 300e place mondiale, on Ouais, rentre dans c'est les ça. Challengers? Pour rentrer sans passer par les qualifs, ouais, suivant les challengers, c'est ouais, 250, 300, c'est ça, ouais. 300. Et après en ITF, en gros, donc c'est 300 et plus, et ça va jusque quoi, la 2 000e, 3 000e place mondiale? Je sais plus combien il y a de classements, de classes ATP. Ça dépend si c'est ça dépend ouais, si c'est des ITF 25, en général, le dernier qui peut, en moyenne, qui peut rentrer sans qualif, suivant les périodes de l'année, c'est en 1100e mondial. Et Ok. si c'est des ITF 15, des fois il y a des ITF dans des pays un peu exotiques, on va dire. Et là, des fois, ça remonte très très haut, quoi. Ok, d'accord. Et donc là, il y a vraiment, ce que tu me disais aussi, c'est qu'il y a pas une énorme différence de niveau entre les joueurs ITF et les joueurs challenger. Il y a une telle densité que ça devient très compliqué de s'extirper, de ces tournois de troisième division pour déjà monter en deuxième division et ensuite avoir l'espoir de monter en première division, donc le circuit ATP. Et Euh, donc il fallait jouer beaucoup, beaucoup de matchs en ITF pour pouvoir avoir cet espoir-là, quoi, de ouais, monter. c'est clair. Bah, du coup, là, avant la réforme, là, il y a eu une réforme. Là, il y a dernièrement, un ITF maintenant, ça sera 25 points et non plus 15 points. Mais du coup, ça, je pense que c'est une bonne réforme. Parce qu'avant cette réforme, donc pour expliquer, gagner un ITF, ça rapportait 15 points, du coup, avant la réforme.
Donc ça, c'était le plus haut niveau de TTF, parce qu'il y a encore différents niveaux au sein de ces divisions. Mais le plus haut niveau d'ITF, du coup, ça rapportait 15 points. Et le plus bas niveau de Challenger, du coup, qui est censé être le tournoi juste au-dessus, rapporte 80 points. Mhm. Donc c'est là qu'on voit que quand même, l'écart est énorme. Et si un joueur, du coup, qui arrive sur le circuit, veut espère jouer en Challenger, il faut qu'il gagne facilement 7-8 tournois ITF de suite avant d'avoir une chance d'avoir un assez bon classement. Donc, je trouve que j'estime que moi, un joueur qui arrive à gagner 2-3 pardon, les ITF de suite, il devrait avoir un classement suffisant pour jouer en Challenger. Ça me paraît assez logique. Ouais, effectivement, on peut se dire, en fait, c'est comme si tu avais validé une sorte de diplôme et tu dis, bon, le niveau ITF, c'est OK, j'en ai gagné 3, 4 d'affilée ou presque en très peu de temps. Je passe au niveau supérieur. Et là, Ouais, c'est pas forcément le cas. ouais, c'est Donc, tu pas as des forcément le joueurs cas. Ouais, c'est qui se vrai que c'est pas retrouvent forcément le cas. embourbés là-dedans, quoi, au Ouais. bout d'un moment. Parce que ouais, pour des joueurs qui viennent de pays où il n'y a pas beaucoup de tournois Challenger, du coup qui ne peuvent pas avoir de wildcard, c'est sûr que c'est très compliqué parce que après il y a des très bons joueurs comme ça, argentins par exemple ou italiens, et pour eux c'est très facile de réussir à finalement avoir une wildcard et d'introduire les tournois Challenger. Ils arrivent souvent à s'introduire comme ça. Mais pour des joueurs qui viennent d'un pays, je sais pas, par exemple qui viennent de Géorgie, enfin qui viennent de pays où il n'y a pas beaucoup de tournois, bah, pour réussir Mhm. à passer en challenger, c'est ultra compliqué, quoi. Oui, donc en fait, là, on vient au problème de wildcard et de diffusion pour les joueurs de petites fédérations, quoi. Ouais. C'est plus compliqué. Donc en fait, Tsitsipas, qui est grec, lui, c'est quasiment une anomalie, quoi. Mais parce qu'il a un tel talent qu'il a réussi à sortir malgré j'imagine, je pense que la fédération grecque n'est pas la plus développée dans le tennis, Oui, quoi. c'est clair. Mais non, je dirais pas que c'est une anomalie parce que je sais pas comment expliquer. Oui, mais c'est vrai que quand on regarde, il y a très peu de joueurs de ces fédérations comme celle-là. Mais après, Tsitsipas, il avait quand même quand il jouait à l'époque où il jouait en ITF et Challenger, il était très au-dessus du lot. Du coup, pour lui, Ok, oui. ouais, C'est ce pour lui, qui lui a permis de sortir de ça, quoi. ouais, lui, ça lui a permis de sortir de ça. Mais pour des joueurs qui sont. Parce que tous les joueurs qui ont peut-être le niveau de challenger n'ont pas forcément le potentiel de Tsitsipas, quoi. Il y a peut-être des Oui, joueurs qui ont un évidemment. potentiel, je sais pas, pas le même potentiel en tout cas que Tsitsipas, qui est clairement un joueur qui peut gagner des grands chelems, quoi, qui a le potentiel de gagner des grands chelems. Et c'est sûr que pour des joueurs qui ont peut-être le potentiel de rentrer, qui ont juste entre guillemets le potentiel de rentrer dans le top 100, alors pour eux c'est beaucoup plus compliqué de passer cette voie s'ils sont d'une fédération, oui, ou comme Basile Ajuli qui est géorgien. Là, lui, je sais pas comment s'est passé le Hmm. début de sa carrière, mais je pense que ça n'a pas dû être simple, quoi. Ok, donc nous, en France, par exemple, doit avoir beaucoup de Ouais, challengers ouais, d'organiser. Et c'est une chance aussi, pour ça d'être français pour ces joueurs, quoi. C'est ouais, c'est clair. d'avoir, ce vivier de tournois à Et, leur disposition, quoi. d'ailleurs, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur mon compte. Il y a un joueur, Luca Nardi, qui est un 2003 italien. Et je Mmh. crois qu'il a eu cette année 15 ou 16 wildcards en Italie. Et ça j'aimerais bien que ce soit plus possible de faire des trucs, j'aimerais bien que ce soit plus possible, quoi, parce que je trouve ça vraiment pas juste pour les autres. J'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, une sorte de réglementation qui limite à 5 wildcards par an, par niveau. Donc, j'aurais bien aimé qu'il soit Mmh. limité à 5 wildcards en Challenger par an. Cette année, là, il en a eu carrément 15-16. C'est une chance énorme pour lui et je trouve ça pas, pas égalitaire pour tous les joueurs de tennis, quoi. Effectivement, lui, il est complètement poussé par sa Ah ouais. fédération. Après, j'entends, mais peut-être qu'aussi, on peut dire que vu que l'Italie organise c'est souvent en Italie, Ah oui, oui, j'imagine ces tournois-là. tous les tournois où il y a une wildcard, c'est en Italie, oui. Mmh. Ouais, ouais. Mais ce Donc qui est c'est dommage. un peu, bah, Oui, vas-y, je te vas-y. laisse, vas-y, En vas-y. fait, surtout aussi, là, eux, ce que je trouve dommage, c'est que en Italie, ils ont. Enfin, je comprends qu'ils veulent donner des wildcards aux Italiens, aux Italiens, mais en Italie, ils ont le choix, quoi. Donc, ils sont pas obligés de donner 16 fois la wildcard au même joueur, quoi. La même personne, ouais. Ouais. Effectivement, ouais. C'est sûr que c'est un problème, comme tu dis, au niveau d'égalité des chances par rapport à certains joueurs, mais on peut comprendre aussi l'avis des Italiens de vouloir pousser leurs joueurs, même si là, ils poussent quasiment exclusivement le même joueur. Ah bah oui, je comprends qu'ils veulent faire Faut- ça, mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une réglementation, du coup.
Puisque, C'est ça. Ouais, c'est justement de réglementer parce qu'on sait très bien qu'eux, ils ont intérêt à le faire, mais oui, qu'en fait, bah, eux, ils profitent du système qui est illimité, quoi, tout ouais, simplement. oui, bah Et oui, du parce manque que de je comprends réglementation, quoi. parce que c'est sûr que c'est un très bon espoir. C'est un joueur né en 2003 qui effectivement il a un très bon niveau, mais c'est sûr que pour eux c'est bénéfique d'envoyer Lucas Nardi en wildcard, Mmh. mais moi j'aimerais bien que ce soit plus possible de faire ça. OK, OK. Et tout à l'heure, tu as mentionné aussi, si je reviens sur, les ETF de manière globale, qu'il y avait une réforme. Donc la réforme, là, on est passé de 15 points avant pour le remporter à 25. Ouais. Et est-ce que tu considères que c'est suffisant ou est-ce que tu penses qu'il aurait fallu encore faire plus? Ou modifier encore plus la structure des ETF Challenger? Moi, c'est c'est presque, pour moi, c'est presque parfait. Je considère que c'est encore un tout petit peu trop faible, mais en gros, du coup, comme j'ai dit, gagner un challenger au plus bas niveau, c'est 80 points, et gagner un tournoi ATP au plus bas niveau, c'est 250 points. Du coup, en gros, globalement, pour expliquer, je vais essayer d'expliquer ça simplement. J'aimerais bien que le ratio entre le plus haut niveau challenger et le plus bas niveau ATP soit environ égal au ratio plus bas niveau challenger, plus haut niveau ETF. Je sais pas si Si, c'était si, j'ai clair ce que je compris. voulais En gros, dire. qu'il y a à peu près un ratio de un tiers Oui, entre voilà. ETF et Challenger, identique à Challenger, Parce que du coup, ATP. typiquement, le ratio entre ATP Challenger, c'est du coup maximum en ITF, en Challenger, pardon, c'est 125. Minimum en ATP, c'est 250. Du coup, là, on voit que le ratio, c'est 0,5. Alors qu'en ITF, du coup, c'est 25 maintenant sur 80. Mmh. Du coup, le ratio, je le trouve encore un poil faible, mais c'est beaucoup. Mais j'aimerais bien qu'on se rapproche, pas forcément de 0,5 comme le ratio entre ATP et Challenger. J'aimerais bien qu'on Mmh. soit aux alentours de 0,4 quoi. D'ailleurs, OK, donc je sais d'accord. pas, je vais prendre mon téléphone, je sais pas combien ça fait 0,25 divisé par. Je vais faire le ratio. Là, actuellement, du coup, on est à 0,31 OK, et donc j'aimerais bien qu'on se augmenter rapproche donc de 0,4. à 30-35 quoi, en gros. Ouais, j'aimerais bien qu'on soit du coup, ouais, Mmh. voilà, Mmh. un petit peu plus. Mais c'est déjà pas mal. OK. Effectivement, bah, c'est une piste. On va voir déjà, j'imagine, comment ça va se passer dans les futures années, ce nouveau système pour voir s'il est fonctionnel ou non. S'il y a pas d'autres problèmes qui vont apparaître, parce que des fois, bon, on sait très bien qu'on change un mode d'organisation, il y a des problématiques, qui vont apparaître auxquelles qu'on n'avait pas prévu. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas vraiment une nouvelle réforme. En fait, c'est un retour en arrière, je crois. Parce que il me semble qu'avant, c'était déjà OK, 25 points. Ils avaient d'accord. changé pendant, je sais pas combien, 5-6 ans, je crois. Et ils reviennent en arrière, en fait. D'accord, OK, bah, j'étais pas au courant, tu vois? J'avoue que tout ce qui est, ITF et Challenger, je suis pas trop au fait de ce qui se passe, donc là, j'apprends beaucoup de choses. Et donc là, on a parlé des juniors, ensuite des ITF. Donc là, on remonte la pyramide du tennis. Et si on passe au challenger, on sait qu'il y a, une grosse problématique dans le tennis, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui gagnent leur vie, en étant professionnels de ce sport, alors qu'il y a une fanbase, assez conséquente, voire très conséquente. Ouais, En fait, il y a une sorte de paradoxe entre le nombre de personnes qui suivent le sport et le nombre de personnes qui peuvent en vivre. ouais. Et il y a pas longtemps, j'ai partagé sur mon compte une photo. Je sais pas si tu l'as vu du coup sur mon compte. C'était une photo du coup. Et oui, du coup, ça disait que le tennis, en fait, c'est le sport qui redistribue le moins d'argent du coup aux sportifs, quoi. Donc, Mmh. c'est clair Ouais. qu'il y a un Mmh. problème. Ouais, j'ai vu la photo. D'ailleurs, bah, c'est en fait, c'était un graphique, Ouais, du syndicat, créé par, Pospisil et ouais, Djokovic, le PTPA, je crois, ouais, qu'il s'appelle. Effectivement, ce que je m'en souviens très bien, ça disait qu'en gros, moins de 20 des revenus générés par le tennis étaient redistribués aux joueurs ouais, et il prenait des exemples d'autres ligues, notamment américaines, donc la ligue, de hockey sur glace, de baseball et de football US, où là, on était plus aux alentours de 45-50 ouais, de redistribution pour les joueurs. ouais, Et là, on voit une énorme différence, là-dessus en termes de redistribution, tout simplement. ouais, c'est sûr. Et après, moi, je sais qu'il y a d'autres problèmes, un peu ce dont je parle aussi pas mal sur Twitter, c'est qu'il y a ce problème de répartition qui est un combat important, je pense. Ouais, Mais il y a aussi cette partie, une partie qui n'est pas assez évoquée à mon goût, c'est l'augmentation de la taille du gâteau. Et là, j'en viens aux droits télé où au tennis, ils sont, misérables par rapport à d'autres sports
Et il faut savoir que dans le business du sport, les droits télé est une source de revenus vraiment très importante. Ouais, bah, c'est clair. Et au tennis, c'est quand même assez faible. Pour donner un exemple, en NBA, là, ils sont en train de renégocier les droits et ça va être plusieurs milliards la saison. Donc, Ouais. et au tennis, je sais même pas si c'est 1 milliard pour une saison. Alors que bon, je vais pas dire que le basket et le tennis, c'est la même fanbase exactement, mais on est plus proche, le tennis est plus proche disons, du basket que d'autres sports beaucoup plus mineurs, quoi. Oui, bah, c'est ça, ça c'est sûr. Donc c'est ça, c'est ce paradoxe-là. Et donc, si j'en reviens à ce qu'on disait au début, il y a très peu de joueurs qui peuvent en vivre et même en challenger en deuxième division, donc des joueurs qui seraient classés aux alentours de la 150e, 300e place mondiale ne vivent pas du tennis. Ouais. Parce qu'en gros, on a envie à partir du moment où on rentre dans les tournois, comment ça s'appelle? Dans le tableau principal d'un grand chelem, en gros. Ouais, C'est là où il y a vraiment l'argent au tennis, quoi. bah, oui, ça, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est un problème qui est évoqué depuis bah, déjà de nombreuses années, hein, que c'est très dur de vivre du tennis quand on est un peu loin dans le classement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à changer. J'avais fait un trade il y a peut-être 3 semaines, un mois sur mon compte, et c'est vrai que j'expliquais qu'en fait, c'est c'est des choses très difficiles à changer parce qu'évidemment, tout le monde aimerait que plus de joueurs en vivent, mais actuellement, en fait, euh, la plus grosse part du gâteau, comme tu dis, du cash prize est réservée au vainqueur final. Et du coup, on peut se demander, il y a beaucoup de gens qui militent pour ça, qui militent pour que les cash prizes soient lissés. Et c'est ce que j'expliquais, que c'est clairement pas dans l'intérêt d'un président de tournoi, et c'est pour ça que l'ATP ne prend pas cette mesure, parce que le but majeur des présidents de tournois, c'est d'attirer les meilleurs joueurs possibles. Et pour attirer les meilleurs joueurs possibles, il faut promettre aux meilleurs joueurs du tournoi une forte somme d'argent. C'est pour ça qu'en fait, personne ne veut rééquilibrer ses cash price et que rien ne change parce que ni pour la TP ni pour ceux qui organisent les tournois, ça serait bénéfique pour personne. Et du coup, ils n'ont pas du tout envie enfin, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de solution pour que ça change la TP. Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est exacerbé dans les challengers. Je sais que les ATP 250 ont aussi ce problème-là, Ouais, mais en challenger, c'est encore, enfin, c'est pire, quoi. ouais, bah oui. Parce qu'ils arrivent, ils ont un modèle économique très instable, je pense, Ouais, et ils ont besoin d'attirer en gros, des joueurs ATP en les payant grassement pour qu'ils viennent dans leur tournoi, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, là, il y a, c'est très dur de faire changer les choses. Du coup, c'est pour ça parce qu'évidemment, le problème il est connu et plein de gens comprennent pas enfin, ils se disent, bah, il suffit d'obliger les tournois à lisser leur Mmh. cash price. Mais c'est clairement pas dans l'intérêt de l'ATP ni de la WTA. C'est pour ça que tant qu'il n'y aura pas une autre solution que lisser les cash price dans les tournois, il y aura rien qui va bouger. OK. Pourquoi c'est pas dans l'intérêt de l'ATP et la WTA, Parce que selon l'intérêt toi? de l'ATP, si les tournois Challenger attirent moins de monde, c'est clairement pas Mmh. dans leur intérêt parce que du coup là, c'est ce que j'expliquais. Si ils listent les cash price, ce qu'on très peur les présidents de tournois, c'est qu'il n'y ait pas de gros joueurs qui viennent, c'est leur crainte. OK, donc on en revient là, Et du coup, on mais en revient. Ils ont peur qu'il y ait moins de spectateurs. Et si forcément les mmh. tournois Challenger et ATP 250 ne fonctionnent pas, bah, c'est clairement pas quelque chose que l'ATP a envie, quoi. OK, OK, parce que là, les tournois challenger sont quand même suffisamment suivis pour être, rentables ou plus ou moins rentables, quoi, actuellement? Je sais pas, je présume qu'ils sont pas tous rentables, mais je pense qu'il y en a OK. certains qui sont rentables. Oui. OK, OK. Ouais, parce que moi, ma vision des choses, mais après j'ai pas les chiffres et je sais pas comment ils gagnent de l'argent exactement. Je me dis que c'est pas le sponsoring et cetera, de manière assez classique. Mais, et je me dis que c'est une vision assez court-termiste pour la TV parce que l'objectif pour moi de cette deuxième et troisième division de tennis, c'est une sorte de passe tout pro, pour permettre ensuite à ces joueurs de venir sur le circuit ATP. Donc, si tu permets à plus de joueurs sur ce circuit secondaire de vivre du tennis dans des meilleures conditions, ça veut dire meilleur entraînement, plus de densité sur la base. Et ensuite, quand tu remontes la pyramide, eh ben, ça fait encore des meilleurs joueurs sur le circuit ATP. Puisqu'en vrai, il y a plus de concurrence sur la base. Donc, si on considère que enfin, que le monde professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est quasiment comme si tu jetais des requins affamés dans un espace et en fait, ils se bouffaient entre eux, quoi. Et Ouais, l'objectif, c'était de grimper, quoi, l'échelle, quoi.
Ouais, c'est vrai Enfin, qu'ils ont il y a certainement un peu cet aspect-là, quoi. ouais, ils ont certainement une vision peut-être à trop court terme. C'est sûr qu'à long terme, d'ici les cash prize, ça serait peut-être quelque chose de bénéfique pour eux, mais je pense que ouais, certes, ils ont certainement pas envie de prendre ce risque, quoi. Et, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, là, enfin, c'est un peu en lien avec le fait que les joueurs n'arrivent pas à en vivre, mais c'est vrai qu'un des problèmes, c'est les coûts de transport pour les joueurs, quoi. Donc ça, il y a certainement pas mal de solutions. D'ailleurs, ils ont commencé à en prendre. Ils font des monastirs là cette année pour que les joueurs n'aient pas de coûts de transport élevés. Ils ont fait, je pense, 50 ITF à monastir pour que les Ok. joueurs aient un peu moins de frais de transport. Et c'est vrai que des idées comme cela, déjà, c'est déjà des bons avancements. Ouais, effectivement, parce que ces joueurs-là, faut bien comprendre en fait qu'ils perdent de l'argent tous les ans, qu'en fait qu'ils investissent sur leur carrière. Ouais, On peut dire bon bah c'est quelque chose de normal, mais on parle encore une fois d'un sport très médiatisé et ils font partie des meilleurs du monde. Si on prend l'exemple du foot ou d'autres sports collectifs, en fait bah, des joueurs de ce serait les joueurs d'ITF, en gros, c'est les équivalents de Ligue 2 ou national au foot, quoi, en gros. ouais, on peut dire. Et en national et au foot, en Ligue 2 au foot, ça ne verrait pas à l'esprit que ces joueurs-là perdent de l'argent pour pouvoir monter en Ligue 1. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est peut-être aussi certainement à cause du format. Je pense que peut-être le format championnat géré par une fédération, je pense que c'est beaucoup plus simple à gérer que le format tournoi où il y en a Mm. énormément partout dans le monde avec des fédérations différentes, des présidents différents. C'est aussi beaucoup plus Mm. dur à gérer que là, tu as pris l'exemple de la Ligue 2. La Ligue 2, c'est quelque chose qui est géré par la LFP, Mm. qui est entre guillemets, c'est pas simple, mais qui est entre guillemets facile à cadrer, quoi. Alors que les ITF, c'est dans tous les pays du monde avec des fédérations différentes, c'est ultra difficile à gérer, quoi. Donc c'est aussi certainement pour ça que Mm. c'est très dur de prendre des mesures, quoi. C'est ça, il y a plus d'acteurs en jeu. Ouais, Donc en fait, pour se mettre d'accord, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que la LFP, bah, ça se passe entre les acteurs du football professionnel français. Donc ça fait moins de personnes à convaincre, quoi. ouais, Quand faut prendre des décisions. Et aussi, l'énorme différence de manière structurelle entre le tennis et le foot, c'est sport individuel versus sport oui, collectif. Et ce qui fait que, bah, en plus du fait qu'ils ont un salaire garanti, c'est les sportifs dans un sport co, c'est qu'ils ont tous les frais de déplacement, de nourriture, de coach, de kiné, tout ça, c'est aux frais du club. Donc en fait, ils ont beaucoup, beaucoup moins de dépenses. Ils ont quasiment en fait que leur source de revenus avec très peu de dépenses. Même si certains prennent des coachs personnalisés en dehors, c'est quand même beaucoup plus faible en termes financiers qu'un joueur de tennis, quoi. ouais. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais proposer si tu avais les cartes en main pour modifier ça? Heu, pour modifier le système des challengers, pour faire en sorte qu'il soit un peu plus équitable et qu'il y ait une redistribution qui permette à plus de joueurs d'en vivre. Tu aurais des idées ou pas? C'est vrai que c'est une question compliquée. Je pense que si vraiment quelqu'un avait eu une très bonne idée, ça aurait certainement été déjà fait. Déjà, ça serait une mesure, j'en ai parlé tout à l'heure, ce serait une très petite mesure parce que ça permettrait à plus de joueurs d'arriver sur le circuit Challenger, mais ça serait de limiter le nombre de wildcards. Il y Mmh. a aussi, je vais aussi évoquer une idée qui a été proposée par quelqu'un, mais que personnellement je trouve pas bonne, mais je vais quand même la présenter. C'était en gros, pour assurer les bons joueurs de plus de revenus, en gros, ils voulaient qu'ils rentrent avec un bail, les têtes de série. Du coup, ça aurait assuré les OK. revenus du deuxième tour. Mais là, ça, en fait, on déplace juste le problème parce que du coup, si on met des bails, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui viennent pas, quoi. Ça fait un trou dans le Mmh. tableau et ça fait un joueur qui vient pas. Du coup, au final, je trouve que ça s'est juste déplacé le problème et ça sert clairement à rien, quoi. Il n'y a pas plus de joueurs qui vont réussir à en vivre si, avec cette proposition. Et ça avait été une proposition qui avait été faite à l'ATP, mais du coup qui a été refusée, je pense certainement pour cette raison, parce qu'au final, ils se sont rendus compte que je pense que c'était juste déplacer le problème. Mais ouais, OK. c'est vrai que, hormis avec une très très grosse réforme qui serait peut-être, qui changerait complètement le tennis, qui est certainement irréalisable, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir vraiment une idée pour résoudre cela. OK. Une grosse réforme, donc tu parlerais potentiellement d'une fusion, genre ATP, ITF et WTA pour quasiment qu'une seule instance qui gère tout à la fois? Oui, déjà, je pense que ce serait une bonne chose enfin, c'est quand même le seul sport où on a
Enfin, la FIFA, pour le foot, il y a la FIFA, puis c'est tout. Il y a l'UEFA qui gère Tu as l'UEFA quand même. Oui, Au niveau continental, tu as quand même des oui. instances, mais Mais effectivement, tu ce as que j'ai la envie de dire, FIFA c'est que qui c'est chapeaute. plus. Il y a des instances pour chaque continent, une instance mondiale qui est Hmm. censée être au-dessus de la FIFA. Enfin, j'ai envie de dire que c'est en quelque sorte. Enfin, c'est compréhensible l'écosystème du football. Alors que Hmm. dans le tennis, franchement, la différence entre l'ITF et l'ATP, c'est quand même compliqué à comprendre parce qu'en soi, l'ATP, du coup, c'est une institution mondiale, l'ITF aussi. Il y a aussi la WTA, du coup, qui n'est pas fusionnée avec l'ATP. Du coup, il y a une fédération pour les hommes, une fédération pour les femmes. Et c'est sûr que plus il y a d'instances mondiales, du coup, au tennis, il y en a trois. C'est sûr que Hmm. plus il y en a, plus c'est compliqué à gérer. Et c'est Hmm. sûr qu'une fusion, ça, je pense que ça serait forcément une bonne chose. Ok. Sachant qu'en plus, visiblement, elles s'aiment pas trop, elles se bouffent un peu entre elles, parce que si on reprenait l'exemple des WTA Finals et des ATP Finals cette année, le WTA Finals se jouait au Mexique et l'autre donc à Turin, donc pas sur le même fuseau horaire, et les matchs se déroulaient quand même en même temps, quoi. C'est un peu aberrant que les deux compétitions phares de fin d'année, que les matchs se disputent exactement au même moment et se mettent en concurrence, alors que normalement, enfin, pour promouvoir le tennis, il faudrait que ce soit à des moments différents, quoi. Oui, puis ce qui serait quand même, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Ce qui serait bien, c'est que, en fait, les masters, ça soit. Du coup, si l'ATP et la WTA étaient entre guillemets fusionnés, bah, ce serait sur un site en même temps et ce serait beaucoup plus, je pense, intéressant à suivre Hmm. que comme c'est actuellement, quoi. Ah, donc toi, tu voudrais qu'en gros, que pratiquement toute l'année, il y ait le tour WTA et ATP mais qu'en fait, il faudrait qu'une instance, et que ce tour-là se suive. En gros, que les hommes et les femmes jouent chaque semaine au même endroit, quoi, ou dans les mêmes tournois, quoi. C'est Bah ça? oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui est fait dans pas mal de sports et je trouve ça beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a pas mal de sports où ça se déroule pas forcément en même temps, mais par exemple, là, je vais prendre l'exemple du biathlon. Bah, ils font Mhm. toute l'année, ils sont sur les mêmes sites et ils font leur course à la suite, quoi. Et Mhm. moi, je pense que ce serait clairement possible de faire ces tournois, ou alors peut-être avec, si les sites sont trop petits, avec une semaine d'écart. En tout cas, qu'il y ait une sorte de logique et de fil conducteur entre les deux circuits. Mhm. Effectivement, c'est vrai que quand on y pense, là, bah, hier, au moment où on enregistre, il y avait la fin de la saison de Formule 1. On en Ouais. pense ce qu'on veut de comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé entre Hamilton et Verstappen, mais ça viendrait pas à l'esprit que chaque Grand Prix doive négocier un peu ses droits ou avoir ses propres règles, quoi. Ouais, C'est bah la oui, c'est sûr FIA que. donc qui gère, qui chapeaute tout, quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que je pense. Moi, j'ai jamais été dans l'administration de l'ATP, de l'ITF et tout, mais je pense que c'est un sacré bordel, hein. Ça doit être à gérer, ça doit être ultra compliqué. Mmh. Et je pense que pour régler ça, ça passe forcément par une très grosse mesure, mais c'est sûr que les très grosses mesures, c'est difficile à faire passer et à mettre en place, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais en gros, l'ITF, donc la Fédération internationale de tennis, gère les grands chelems, la Coupe Davis et les tournois futurs. C'est ça. Et l'ATP, c'est vraiment circuit ATP, donc Masters 1000, ATP Finals, ATP 500, ATP 250 et aussi de circuit Challenger. Ouais, c'est Donc on ça. voit en fait que c'est l'ATP gère en gros au quotidien le tennis masculin et l'ITF va gérer les gros événements, donc les quatre grands chelems, quoi, Et plus ou ouais, moins. la Parce que la troisième coupe, division. voilà. Et la Ouais. troisième division, exactement. Ce qui est bizarre d'ailleurs d'avoir ce gap-là, enfin, c'est très étrange hein, Ouais. comment c'est fait. Bah, Enfin, quand on y réfléchit, l'organisation du tennis mondial, c'est très très étrange, hein. Mais quand hmm, on regarde vraiment comment c'est organisé, c'est sûr que c'est hmm, compliqué à comprendre. hmm. Mais cette fusion, rien que déjà ATP-WTA, donc qui ne réglerait pas le problème vu qu'il y aurait toujours l'ITF, et c'est une vieille marotte qui revient un peu. On sait qu'avec le début du Covid, il y a plusieurs joueurs qui se sont exprimés là-dessus et que, en gros, vu que le tennis était en énorme difficulté suite à cette pandémie, tu vois, le problème du tennis, c'est que on se déplace partout dans le monde. Donc, quand on a une pandémie mondiale comme ça et très contagieuse, on se rend bien compte que c'est un des sports les plus touchés, dont et également la Formule 1, la saison 2020 qui était très compliquée également. Mais donc c'est un sport très touché, donc ils ont voulu un moment réfléchir pour fusionner le tout. Bon, ça s'est pas encore fait, vu qu'on imagine qu'en plus bah, ça prend du temps pour fusionner deux grosses instances comme l'ATP et la Ouais, c'est WTA. sûr. Mm. Moi Mais personnellement, là j'ai trouvé un article qui disait que l'ATP et la WTA avaient engagé des conseillers, des banquiers, chacun de leur côté, pour envisager une fusion.
et qu'il y aurait un fonds d'investissement, je ne connaissais pas, qui s'appelle CVC ou CVC en anglais. Ouais. Un gros investissement qui serait prêt à mettre de l'argent, si j'ai bien compris, sur la table, si fusion il y avait. Ouais, j'étais pas du tout au courant, mais enfin, je pense que ça serait une bonne chose, mais Mmh. ça serait Mais mais puissant on déjà. mais on règle pas le problème pour les grands chelems, parce que c'est quand même les grands chelems, si on en vient à ça, c'est qu'au tennis, les gens suivent les grands chelems. Je parle des masses, pas des fans hardcore qui vont être là à suivre les Masters 1000 et même les ATP 500 et 250, et même pour toi, donc les circuits encore en dessous. Mais bon, on est d'accord, c'est quand même une minorité de fans et de gens qui aiment le tennis. Et le but pour promouvoir un sport, c'est quand même d'attirer les masses sans dénaturer son sport. Mm. En gros, c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. Et, Mais du et on coup, voit que. oui. Vas-y, En vas-y. fait, pour moi, les grands chelems, il n'y a pas spécialement de, entre guillemets, j'ai envie de dire, de problème, parce qu'en soi, justement, j'aimerais bien que l'année entière ressemble plus à ce qui se fait en grand chelem, parce qu'en gros, en grand chelem, il y a les tournois masculins et féminins en même temps, et je trouve ça Mhm. beaucoup plus simple à suivre, quoi. C'est beaucoup plus simple que ce qui se fait le reste de l'année pour les tournois ATP, WTA. Ok, ouais. Au moins là, c'est clair. On sait que le tennis, en gros, on sait que le tennis, ça se passe à Paris, à Londres, à New York ou à Ouais, Melbourne, puis c'est quoi. des, Genre, en fait, et c'est des gros, j'ai envie de dire, une sorte de gros événements du coup, il y a forcément les fans de tennis qui regardent ces gros événements, mais je Hmm. pense par exemple, notamment, il y a pas uniquement les fans de tennis qui regardent les grands chelems. J'ai pas mal de Hmm. mes amis, je pense que c'est pareil pour à peu près tout le monde, qui en fait, ils regardent que les tournois du grand chelem, quoi. Ou comme hier, il y a Oui, beaucoup de bien monde qui sûr. regardait la Formule 1, le dernier Grand Prix, alors que je pense ils regardent jamais la Formule 1 habituellement. Hmm. Et je pense que les grands chelems, c'est vraiment quelque chose de comme ça qui fait regarder des gens le tennis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent que les grands chelems. Ouais. Donc, en fait, le défi du tennis, c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent aussi au reste de la saison et pas uniquement au Grand Chelem. Ouais, ouais, oui, c'est sûr, c'est ça le gros défi parce que quand on compare, même si on compare les audiences de Master 1000, hormis quelques-uns aux États-Unis qui font des audiences, mais qui sont quand même loin derrière, mais si on compare les Hmm. audiences de Master 1000 et de Grand Chelem, l'écart il est vraiment énorme. C'est des écarts qui sont très 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 grands. Pourtant, les Master 1000, ça devrait être, c'est quand même des très gros tournois du tennis, mais l'écart d'audience c'est quand même assez flagrant, quoi. Hmm. Après, aux États-Unis, c'est toujours particulier vu qu'on sait qu'ils sont très patriotiques. Donc, Oui, s'il y a un Américain qui est présent, ils vont regarder. Et à la condition également qu'il n'y ait pas un gros événement en termes de ouais, foot US, notamment, en même temps. et- ouais. Je sais que par exemple, c'était la finale de Miami 2017 entre Federer et Nadal. Elle s'était jouée relativement tôt parce que, genre vers 18h ou 19h chez eux, parce que, non, vers 13h chez eux, excuse-moi, parce que il y avait un match de foot US en même moment ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ou de basket, enfin bref, un autre sport qui est considéré comme beaucoup plus important et majeur là-bas, quoi. Ouais, bah ouais, ça c'est ouais, c'est clair. Parce que je l'ai plus en tête, mais j'avais vu en fait un, un sondage où en gros il y Mhm. avait première question c'était donnez vos trois sports préférés. Là Mhm. le tennis du coup était plutôt bien classé. Et l'autre question Mhm. c'était donnez votre sport préféré. Et là le tennis était vraiment très mal classé. Du coup en fait il y a beaucoup de gens qui aiment le tennis, mais des gens passionnés, il y en a enfin entre guillemets peu en fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment, mais il n'y a Ok, pas de grands passionnés. C'était ce que voulait dire en gros le ok. sondage. Et, D'accord, ouais, c'est assez particulier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à regarder un peu de tennis de temps en temps. voilà. Et donc, en fait, les gros événements, Mais, mais pas les petits ouais, en tournois au gros, quotidien, ouais, quoi. voilà, c'est ça. S'ils doivent donner leur sport préféré, ils donnent rarement le tennis, quoi. Ils sont souvent, c'est Hmm. souvent cité dans le top 3 mais rarement cité dans le top 1. Ok, en gros, généralement, le tennis, c'est troisième, quatrième, et sinon, c'est pas cité, quoi. Ouais, voilà. Ok. Mais c'est vrai que faut trouver un moyen pour faire en sorte d'intéresser plus de monde au tennis de manière plus récurrente, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais pour moi, c'est le modèle de la F1 qui apprend enfin, le modèle de la F1 est une voie. Ils étaient en énorme difficulté pour diverses raisons, notamment la domination de Mercedes depuis le changement de réglementation en 2014, Mm. où il y a eu des nouveaux moteurs, les moteurs hybrides. Enfin, bref, c'est assez compliqué, mais en gros, il y a eu une nouvelle réglementation à ce moment-là. Mercedes a ultra dominé jusque cette année, où c'est la première année depuis cette nouvelle réglementation qu'ils perdent le championnat de pilotes, Ouais, même s'ils ont gagné le championnat constructeur. ouais.
Donc ça fait quand même domination de 8 ans. Ouais. Mais dans cette domination-là, ils ont changé quelque chose, c'est que c'est Liberty Media qui gère maintenant les droits de la télé depuis 2017. Mmh. Et suite à ça, ils ont mis en place donc la fameuse série sur Netflix, Drive to Survive, qui a un carton, incroyable, aux États-Unis et même dans le monde. Ouais. Mais ça, en fait, c'est juste une figure de proue d'une communication et d'un changement de communication, sur le monde de la F1, en fait. Donc maintenant, on en voit partout sur les réseaux sociaux, ça intéresse énormément les gens. Et à titre d'exemple, c'est que, le Grand Prix des États-Unis, sur un week-end de 3 jours, ils étaient à 280 000 personnes. J'ai vu passer cette stat, ils étaient à 280 000 personnes sur le week-end avant, et maintenant ils étaient à 400 000 sur le week-end, en quasiment 4 ou 5 ans d'écart. Ah ouais. Donc on voit quand même une énorme différence, quoi. Ah bah, c'est clair. Là, ce serait bien que le tennis essaye de prendre la même direction, ça c'est sûr. Mm. Bien sûr. Mais ça passerait par quoi selon toi, potentiellement du changement de règles, changement de restructuration dans le calendrier. En fait, on sait très bien qu'il y a plein de pistes en réalité. Le changement de règles, est-ce que pour toi c'est une option envisageable ou pas du tout? Le changement de règle, je sais pas, mais le changement en tout cas du calendrier ATP, c'est sûr que pour moi, la logique de tournoi, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui permet d'attirer les foules. Euh, une logique de championnat, donc tu parlais de la F1, donc qui utilisait la logique de championnat, c'est utilisé dans quasiment tous les sports les plus suivis au monde, qui sont le basket, le Mmh. foot, la F1, le rugby à moins de mesure, mais qui est quand même pas mal suivi. Mais Mmh. cette logique de championnat, en fait, ça, c'est quelque chose qui fidélise le fan sur toute l'année. Et c'est quelque chose qui Mmh. n'existe pas en tennis. Une fois que, par exemple, je sais pas, quelqu'un est très fan, on va dire, de, de Dimitrov, on va dire, il est Mmh. très fan de Dimitrov, euh, il regarde gagner un tournoi, ça lui apporte pas quelque chose d'assez fort au long terme que ce qu'apporte par exemple une victoire en championnat pour une équipe de basket ou une victoire dans un Grand Prix à quelqu'un qui gagne un Grand Prix en F1. Et Mmh. du coup, ce qui serait vraiment pour moi important à changer pour qu'il y ait vraiment plus de fans et peut-être plus du coup, comme je disais, de gens qui mettent en top 1 le tennis, c'est pas non seulement en top Mmh. 2 et 3, ça serait de complètement changer cette logique de tournoi dans une logique de championnat. Mais du coup, ça forcément, ça passe par une énorme réforme. C'est peut-être même certainement irréaliste. Il y a peut-être aussi certainement beaucoup de, de puristes qui n'aimeraient pas cette réforme. Mais pour moi, l'ATP, l'ITF et la WTA devraient s'appuyer vraiment énormément sur ces quatre piliers qui sont les quatre tournois du Grand Chelem. Ça, je ne les changerai pas. Mais moi, je changerais quasiment, si je devais faire à ma façon pour vraiment que ça marche le mieux possible dans le monde entier, je changerais tout le reste, quoi, quasiment. En essayant, du coup, oui, OK. d'avoir plus une logique de championnat. Donc, ça peut passer par plusieurs réformes que d'avoir une logique de tournoi. OK, tu aurais des exemples à donner là après j'imagine peut-être que tu as est-ce que tu as ouais, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner, de comment tu pourrais voir les choses, autrement que le système actuel? Avec la logique de championnat évidemment. Et, la logique de championnat, du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que entre chaque grand chelem, du coup, les quatre, l'année sera découpée en Mmh. quatre mini-saisons. Il y a des sortes de championnats euh, pour se qualifier donc à ces tournois du Grand Chelem. Donc, par exemple, pour se qualifier, on va prendre l'exemple de Roland Garros. On ferait donc, des zones géographiques. Donc, par exemple, on pourrait faire un championnat de France, mais dans des plus petits pays, par exemple, on pourrait faire un championnat des pays d'Europe de l'Est, par exemple, où, en gros, pour se qualifier, donc la période de 3 mois, on va dire, avant Roland Garros, il y a une période de championnat donc entre, par exemple, on va dire qu'il y a un championnat de France entre tous les joueurs français et que suivant les résultats des joueurs de chacune de ces zones au tournoi du Grand Chelem, donc il y aurait un nombre de places Mmh. qualificatives qui serait déterminé en fonction des résultats euh, de ces personnes qualifiées dans les tournois du Mmh. Grand Chelem. Donc ce serait un peu comme le coefficient UEFA qui existe aujourd'hui dans le foot. Donc par exemple, D'accord, OK. ça passait évidemment par une énorme réforme, mais je pense que passer par quelque chose comme ça permettrait vraiment de donner en gros un intérêt au reste de la saison. Parce que du coup, l'intérêt, ça serait de voir qui pourrait se qualifier donc à ces tournois du Grand Chelem. Mais on pourrait voir des choses un peu comme par exemple, je sais pas, par exemple, on pourrait avoir, je dis n'importe quoi, un Djokovic, même si c'est peu probable, mais qui passe à côté de son championnat des pays d'Europe de l'Est, qui n'arrive pas à se Mmh. qualifier
en Grand Chelem. Donc un peu comme on peut voir en foot, des fois le Bayern, le Barça qui ne se qualifient pas en Ligue des Champions. Et je pense que d'avoir cette instabilité, ça apporte de l'engouement et de l'intérêt euh, aux fans de sport. Et je pense que ce serait quelque chose qui serait vraiment très intéressant à voir dans le milieu du tennis. Après, là, j'ai donné mon idée, on va dire, vraiment extrême, qui passerait par raser tout ce qui Ouais. existe dans le tennis, c'est où on garde uniquement les grands Mmh. chelems et tout le reste, quasiment, on oublie. Mais si on essaie de, on va dire, de réfléchir en dehors des codes, on va dire, si vraiment on pouvait imaginer ce qu'on voulait, sans, on va dire, sans contrainte, sans penser aux contraintes actuelles, moi, vraiment, ce que je ferais pour que ce soit parfait, ce serait quelque chose qui aille dans cette direction. OK. En vrai, ça permettrait quoi? Ça permettrait de créer des champions régionaux, que les gens auraient envie de suivre Ouais, c'est ça. Et puis, et le Grand Chelem, ça serait un peu la réunion, quoi. En fait, c'est tous les champions régionaux qui s'affrontent, quoi. en gros, c'est ça. Et du coup, on pourrait imaginer, du coup, par exemple, plusieurs divisions en France. Mmh. Et ça règle aussi un autre problème, c'est du coup, forcément, les coûts de transport sont beaucoup plus faibles. Et ça peut permettre Mmh. certainement de faire vivre plus de joueurs. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a énormément de joueurs de ping-pong en France, beaucoup plus Mmh. qu'en tennis qui arrivent à vivre de leur sport. Je pense que c'est parce que, en fait, ils jouent en championnat dans des divisions 2 françaises. Et ils arrivent aux Mmh. mêmes divisions 3. J'ai vu qu'il y en a qui arrivent à vivre du ping-pong, quoi. Donc, je pense juste que c'est parce OK. qu'ils ont le fonctionnement de championnat et pas le fonctionnement de tournoi qu'utilise l'ATP, en fait. OK, bah, écoute, ça, je savais pas. Sur ta grosse réforme, tu parce que là, peut-être que tu as pas forcément, toi, toutes les cartes en main, mais Ouais, genre, imagine, il y a une blessure. Djokovic se blesse au début de cette période de championnat pour Roland-Garros et qui peut pas jouer, mais qui se remet, qui serait apte à jouer pour juste Roland-Garros. Et il aurait quoi? Il aurait comme une permission ou il serait: «Bah non, désolé, tu as été blessé, tu joues pas, quoi». faudrait, oui, ça c'est sûr qu'il faudrait évidemment y réfléchir parce qu'il y a Mmh. évidemment le cas des blessures qui est un Particulier. cas particulier. Mais Mmh. on pourrait peut-être penser que Une protection, quoi. Oui, une forme de protection pour, oui, forcément. Une forme de protection, bah, notamment dans les championnats nationaux. S'il ne joue pas pendant 3 mois son championnat national, on ne va pas le reléguer en Division 2, ça c'est Mmh. clair. Mais on pourrait penser à, oui, par exemple, tous les joueurs qui vont en quart de finale du Grand Chelem ou peut-être tous les joueurs qui vont en demi-finale sont automatiquement Mmh. qualifiés pour par Mmh. exemple, les Grands Chelems suivants ou des choses comme ça. Oui, c'est le cas pour la Ligue des Champions Oui, si voilà. jamais, au foot, si ja le vainqueur est qualifié automatiquement Bah si oui, jamais on il est pourrait pas faire, qualifié oui, avec son voilà. On pourrait championnat. faire une réforme similaire, quoi. Je crois que c'était arrivé avec Liverpool, l'année où ils gagnent Ouais. en je crois que c'est en 2007 qu'ils gagnent, je crois que ça leur est C'est arrivé. arrivé Je suis en pas sûr, je suis pas 2000, sûr. oui, je sais plus la date, mais c'est arrivé dans les années, ouais, c'est ça. Mmh. OK, et je pense qu'on a fait, plutôt un bon tour d'horizon, Ouais, sur ces problématiques. J'ai quelques questions de fin. ouais, Tu as dit que tu jouais pas au tennis, ouais. mais comment tu es arrivé au tennis? Genre, qu'est-ce qui t'a fait dire: «Ouais, ce sport est incroyable, j'ai envie de le suivre», et cetera, quoi? Bah, déjà depuis que j'étais tout petit, quand j'avais 4 ans, j'avais voulu vraiment faire, je voulais faire du tennis. C'était, je sais pas pourquoi, je voulais faire du tennis, mais enfin, j'habite dans une petite ville, c'est un peu paumé où je suis, et le club de tennis, ils acceptaient pas, j'étais trop petit, quoi. Mais bon, j'avais envie de faire OK. du sport, du coup, je me suis lancé dans la natation. Du coup, j'ai finalement été en sport-études, du coup, je suis resté là-dedans. Je pouvais pas, comme j'étais en sport-études, je pouvais pas me lancer dans plusieurs sports, mais Mmh. j'ai toujours été un énorme fan de tennis, hein. J'ai toujours regardé énormément de tennis depuis que je suis tout petit à la télé. Et c'est comme OK. ça en fait que je suis rentré dans le tennis. Et parce que je pense que si ça aurait pu se passer autrement, j'aurais pu. Enfin, si j'avais voulu, j'aurais fait du tennis, mais ça s'est pas passé comme cela. Mais je me suis bien rattrapé en ayant pas mal d'expérience professionnelle dans le secteur du Ouais. tennis ou en regardant beaucoup de tennis. Donc ça va, j'ai aucun regret sur ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Enfin, plus jeune. OK, et si vu que tu m'as dit que tu as regardé beaucoup, beaucoup de matchs de tennis, est-ce que si tu devais en ressortir un vraiment qui t'a marqué, pas forcément, de manière personnelle, hein, pas forcément le plus beau match, mais celui qui t'a le plus marqué? Celui qui m'a fait aimer le tennis, et je t'avoue que je me souviens pas du score parce que c'est un très très vieux, je crois que ça devait être en 2009, j'avais 10 ans. Je sais pas pourquoi ce match m'a marqué. C'était un match entre Federer et Del Potro à l'US Open. Oui, je crois que c'était à l'US OK. Open. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ce match qui m'a fait aimer le tennis. Et je OK, saurais OK, pas bah, dire oui, bah, pourquoi. Je pense qu'il y a pas réellement de raison. Mais c'est le premier match où je me suis dit, oh, enfin, j'adore ce sport, quoi. Enfin, où il y a eu un déclic, quoi. OK, OK. Ah si, après Et c'est quand même un je match me en souviens soi, même,
C'est Oui, un gros match en 5-7. Federer, à l'époque, il était sur 5 ouais, titres consécutifs à l'US, ouais, donc ce qui est parce qu'en plus, c'est un record, quoi. Del ouais, Potro, jeune joueur et qui avait éclaté Nadal d'ailleurs, en demi, hein, genre un ouais. 6-3, 6-2, 6-2, vraiment très, très violent et donc ouais et Federer qui est pas loin, notamment je crois dans le quatrième, il perd au tie-break le quatrième alors qu'il gagne 2-7-1 et il finit par perdre, Ouais, ouais, et voilà c'est ce et match c'est vraiment qui m'a OK. marqué le plus, je pense, dans tous ceux que j'ai eus. D'accord et une petite dernière question, c'est si tu avais une recommandation tennis, par exemple, je sais pas, un documentaire, un film, un livre ou un podcast, après il y en a pas trop des podcasts, peut-être plus aux États-Unis, enfin plus anglophones d'ailleurs, mais Oui, je après, sais ça pas c'est si sûr que ça dépend ce que les gens recherchent. S'ils cherchent de l'information, il y a le site Tennis Break News qui est très qualitatif. S'ils cherchent, bah, il y a aussi pas forcément cette chaîne de Twitter, cette compte Behind the Court, chaîne YouTube. Il y a aussi, en fait, si des personnes cherchent aussi des informations sur des joueurs en ITF Challenger, il y a aussi la personne avec qui j'ai fait le top 100, qui est Damien Cust, qui a un compte très intéressant. Euh, mais on va dire pour le grand public, si vraiment des gens cherchent des informations sur le tennis, je pense que le site Tennis Break News fait vraiment un sommaire de l'actualité et on risque de louper entre guillemets aucune grosse information du tennis en suivant les articles de ce journal, quoi. Donc ce serait, si je devais suivre un compte Twitter pour vraiment être sûr de rien louper d'important, j'ai envie de dire, ce serait certainement celui-là que je suivrais. OK, bah, je le mettrai en description, de l'épisode pour que les gens puissent, s'abonner et toi, où est-ce qu'on peut te suivre en gros? Donc c'est vraiment Twitter, quoi? Ouais, sur Twitter, je suis uniquement sur Twitter. Parce que comme je suis étudiant en même temps, j'ai pas trop le temps pour me lancer dans plein d'aventures différentes. Et ouais, c'est sur Mmh. Twitter. Je connais même pas moi. Je crois que mon arrobas, c'est arrobas Julien K Tennis, avec OK, Julien bah, K. pareil, je Ouais, le je le mettrai en je le connais description pas pour que les par gens cœur. puissent te Mais ouais, suivre. ouais. De toute façon, je pense que si on tape Julien Cargonou sur Google, je crois qu'on tombe sur mon compte Twitter. Donc c'est pas trop dur à retrouver. OK, bah, parfait. Écoute, bah, merci Julien d'être venu dans le podcast pour ce premier épisode. Merci. Puis, bah, je te dis à la prochaine. Ouais, merci. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté dans l'intégralité le premier épisode du podcast Beyond the Court. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite fortement à suivre Julien sur Twitter où il est très actif. Il publie notamment ses articles qu'il écrit pour le site d'actualité Tennis Break News. J'ai mis tous les liens en description de l'épisode. Enfin, je souhaite vous solliciter pour savoir qui vous voudriez entendre sur ce podcast. Dites-le moi en commentaire et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.